Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Un premier manifestant mort en province au Burundi, tué par balle. Les manifestations ont repris ce lundi. L'assassinat d'un opposant ce week-end a enterré les discussions qui venaient de débuter entre pouvoir et opposition. Quelles sont les issues possibles pour sortir de cette crise? Nous en parlerons dans un instant en direct avec Colette Brackman, la journaliste belge spécialiste de la région des Grands Lacs. 28 ans après sa mort, début aujourd'hui à Ouagadougou de l'exhumation du corps de Thomas Sankara et de ses compagnons d'armes assassinés lors du putsch qui avait mené au pouvoir Blaise Compaoré. Les nouvelles autorités du Burkina Faso se sont engagées à faire avancer ce dossier, mais l'enquête promet d'être longue. À 33 ans, elle a été la première femme noire à devenir viticultrice en Afrique du Sud. Elle produit désormais 65 000 litres de vin chaque année et s'est imposée dans le secteur. Portrait de Nsiki Biyela qui a réussi à force de ténacité à vaincre les préjugés sexistes et racistes. Au Burundi, la mobilisation est montée en puissance tout au long de la journée. Il y a eu de nombreux incidents avec les policiers à Bujumbura, mais aussi en province. Un manifestant a été tué à Mugamba, une soixantaine de kilomètres de Bujumbura, dans la province du Bururi. C'est le premier décès hors de la capitale. Les manifestations ont repris après une courte trêve ce week-end. Le récit de Sandrine Gomez. Dans les rues de la capitale burundaise, depuis l'aube, on chante à tue-tête contre un nouveau mandat de Nkurunziza. La trêve du week-end n'aura pas fait long feu. La mort de Zedi Ferrouzi, figure de l'opposition, abattu dimanche devant son domicile, a ravivé les tensions. La coalition contre un troisième mandat a appelé à la reprise des manifestations. Nous sommes contre un troisième mandat et nous voulons que s'arrêtent tous ces assassinats commis par la police et la milice des jeunes du parti de Nkurunziza. Les politiciens qui sont contre un troisième mandat sont en train d'être assassinés comme des chiens. Des manifestants attendus au tournant, comme ici, à l'entrée de Chibitoke, entièrement bouclée. Policiers en armes, fils barbelés, barrent la route vers le quartier voisin de Ngarara, là où l'opposant a été assassiné. Objectif, empêcher tout rassemblement. Dans d'autres quartiers, l'atmosphère est souvent plus tendue, avec des manifestants qui dressent des barricades et tentent le face-à-face avec les forces de l'ordre. Ici, les manifestants sont dispersés à coups de tirs à balles réelles et de gaz lacrymogène. Plusieurs personnes ont été blessées dans la capitale. Nous ne voulons plus de Pierre Nkurunziza. Nous ne comptons pas arrêter les manifestations tant qu'il est toujours au pouvoir. Il nous tire dessus alors que nous nous battons pour notre dignité. Après l'assassinat de Zedi Ferrouzi, le mouvement anti-troisième mandat et les représentants de la société civile ont suspendu jusqu'à nouvel ordre le dialogue avec le camp présidentiel. Un dialogue encouragé par l'ONU autour des seules manifestations. Pas question pour Nkurunziza de discuter sa candidature à un troisième mandat. On continue à parler de la situation au Burundi avec Colette Brackman, envoyée spéciale du quotidien belge Le Soir. Vous êtes une des meilleures spécialistes de cette région des Grands Lacs. Vous revenez du Burundi, vous y étiez encore ce matin. Vous êtes maintenant à Bukavu, en République démocratique du Congo. Colette Brackman, est-ce qu'il y a une chance pour qu'un dialogue puisse reprendre et aboutir au Burundi entre pouvoir et opposition ? Pour le moment, on a le sentiment que les deux positions s'écartent parce que le point de vue des manifestants, c'est qu'on peut discuter de tout, sauf du troisième mandat. Ça, c'est un préalable incontournable. Le président doit renoncer à son troisième mandat. Et du côté du pouvoir, ils estiment qu'ils ont le droit de revendiquer ce troisième mandat. Donc, à ce stade-ci, les positions sont irréconciliables. Et en plus, l'assassinat d'un député de l'opposition musulman a ramené dans l'opposition toute la communauté musulmane qui est elle aussi maintenant en train de manifester. Donc ça veut dire qu'on s'enfonce de plus en plus dans la crise, dans le conflit, dans la guerre ? En tout cas, les positions sont de plus en plus irréconciliables. On ne voit pas où sont les ponts, où sont les espaces de dialogue. Et donc, on ne peut que craindre une issue de plus en plus violente. Alors, on a entendu des pays comme la Belgique prendre position très clairement. Est-ce qu'on peut attendre des déclarations fortes, des actions de la part de pays de la région ?
je pense même que c'est de la région que devrait venir éventuellement une solution. Et certains rappellent à Bujumbura, 1996-96, lorsque le président Biya avait fait un putsch, il a été soumis à un embargo régional. Le Burundi est un pays enclavé. Si un embargo régional, tous les pays se mettent d'accord, on ferme les frontières de la Tanzanie, des pays voisins, et il y a une asphyxie de fait, et là, il ne peut pas tenir. C'est un pays pauvre et enclavé. Si la région se met d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la région a envie de se mettre d'accord et de s'opposer sur cette histoire de troisième mandat, alors qu'il y a tant de chefs d'État dans la région qui rêvent eux aussi de prolonger leur présence au pouvoir? Voilà la question qui se pose. Merci beaucoup pour cette analyse, Colette Brackman, qui était en ligne avec nous de Bukavu, un République démocratique du Congo. Vous évoquiez à l'instant la Tanzanie. Il y avait eu là-bas des rumeurs d'un éventuel report des élections. Finalement, les Tanzaniens se rendront bien aux urnes le 25 octobre prochain pour élire leur président et leurs députés. C'est le gouvernement qui l'a annoncé aujourd'hui. C'était une promesse des nouvelles autorités en place au Burkina Faso après l'insurrection qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré. L'exhumation de Thomas Sankara, son illustre prédécesseur, assassiné en 1987, a démarré aujourd'hui, ainsi que celle de ses 12 compagnons d'armes dans un cimetière de Ouagadougou. Le récit de Laurent Berstecher. Devant les murs du cimetière, des dizaines de manifestants attendent la levée du voile sur la mort mystérieuse de Thomas Sankara. Mais pour l'instant, interdiction au public et aux journalistes de pénétrer dans l'enceinte. Actuellement, là, on est totalement dans le noir. Mais s'il y avait au moins les journalistes qui étaient au moins qui étaient là-bas, un journaliste burkinabé, au moins, je pense qu'on pourrait au moins avoir accès à la vérité de ce qui se passe là-bas. Un travail d'exhumation entamé ce lundi et qui risque de prendre un certain temps. Vraiment, ça avance à petits pas, tout simplement, à petits pas, parce que ça n'a pas l'air de vraiment bouger. Et pourtant, ces 6 derniers mois, l'enquête a beaucoup plus avancé que pendant les 28 années précédentes. Ancien capitaine de l'armée, Thomas Sankara prend le pouvoir en 1983 suite à un coup d'État. 4 ans plus tard, il est assassiné lors d'un nouveau putsch organisé par Blaise Compaoré. Ce dernier s'opposera tout au long de sa présidence à l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de la mort de celui qu'on surnomme le Che Guevara africain. Il faut attendre mars 2015 pour que les autorités burkinabées demandent l'exhumation de l'ancien président. 3 médecins, 2 burkinabés et 1 français sont maintenant chargés d'examiner le corps, mais encore faut-il le trouver. La famille et les proches de Thomas Sankara doutent que son corps ne soit réellement enterré dans ce cimetière. Le Nigeria était au bord de l'implosion économique, frappé par une pénurie d'essence sans précédent. Le Nigeria a été paralysé des semaines durant. La première puissance économique du continent est pourtant également le premier producteur de pétrole du continent. Mais un accord a finalement été signé aujourd'hui pour mettre fin à la grève dans le secteur de la distribution. On en parle tout de suite avec Moïse Gomis, notre correspondant à Lagos. Moïse, qu'on retrouve par téléphone puisque l'électricité est également fortement touchée par cette pénurie de carburant. Moïse, que prévoit cet accord? Est-ce que la situation va rapidement pouvoir revenir à la normale? Alors, si l'accord a été signé cet après-midi, il va mettre peut-être plusieurs jours avant d'être effectif sur le terrain. L'association des distributeurs de carburant indépendants a demandé à ses membres de libérer les dépôts et de commencer à redistribuer le carburant déjà dans la capitale commerciale, ici à Lagos, et également à ses membres d'ouvrir les stations-service qui étaient fermées ou en tout cas qui étaient ouvertes au compte-gouttes. Cette association, si elle a dit à ses membres de réouvrir et de retravailler, elle attend toujours le paiement des arriérés dus par le gouvernement fédéral, puisque c'était ça quand même la cause du conflit entre les distributeurs de carburant et les autorités nigérianes. Et aujourd'hui, le pays était complètement paralysé, le secteur bancaire était fermé. Les aéroports avaient du mal à faire décoller les avions puisqu'il n'y avait pas de carburant. Et puis surtout, beaucoup de gens sont restés chez eux parce que pas de transport, pas de carburant non pour les générateurs à la maison. Un pays complètement paralysé qui espère qu'il va pouvoir retrouver la normale d'ici ces prochains jours.
Moïse, très rapidement, on imagine que c'est un soulagement pour Mouhamadou Bouhari, j'y arrive, qui prête serment en fin de semaine. Ça ne pouvait pas plus mal tomber. Le Naira est au trou. Un problème de carburant majeur comme le Nigeria en avait. Surtout la situation économique qui est catastrophique. Vous l'avez rappelé, le Nigeria est la première puissance africaine, mais c'était un sale moment à passer et on espère, en tout cas pour le président Bouhari, qu'il pourra, à partir de la semaine prochaine, reprendre les manettes dans un petit peu plus de sérénité. Merci beaucoup Moïse Gomis pour ces précisions en ligne de Lagos. On passe en Afrique du Sud. Elle a réussi à s'imposer dans un monde dominé par l'élite blanche et masculine. Elle a vaincu tous les préjugés en devenant la première femme noire viticultrice. Son portrait est signé Caroline Dumais. Elle travaille chez un petit viticulteur de Stellenbosch. Elle produit 65 000 litres de vin tous les ans. Elle a été la première femme noire à devenir maître de chai en Afrique du Sud. Et ce qu'elle aime avant tout, c'est d'être dans sa cave. Écoutez le bruit de la fermentation dans les tonneaux. Vérifiez tout ça de temps en temps. C'est ça l'objet de cette pièce. C'est comme si on était seul au monde, loin de tout, même si je sais que c'est là où que tout se passe. Les moments de calme sont bien rares dans sa vie de femme pressée. Nsiki exporte son vin vers les États-Unis. Elle est toujours entre deux avions. Originaire d'un village pauvre du KwaZulu-Natal, elle n'aurait jamais pu imaginer ce genre de vie. Faire du vin, franchement, c'était pas prévu. C'était quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. J'aurais pas pu en rêver. Mais voilà, ça s'est imposé. L'œnologue est très connue à Stellenbosch où elle a étudié la viticulture. Mais quand elle présente son vin aux touristes de passage, elle regrette que l'industrie soit encore si fermée. Il y a encore très peu de noirs dans l'industrie. Très peu de métis aussi d'ailleurs. Et les femmes, ça va un peu mieux maintenant, mais franchement, il n'y en a quand même pas beaucoup. Mais Tsiki, tu ne veux pas nous parler de tes prix? De toutes les médailles que tu as gagnées avec tes vins? Allez, vends-toi un peu. T'es trop modeste. Vigneronne de l'année en 2009, les médailles depuis se succèdent. Joli parcours pour quelqu'un qui avait quand même 20 ans quand elle a goûté du vin pour la toute première fois. C'était l'un des trucs les plus dégoûtants que j'ai jamais bu. Évidemment, je n'avais jamais bu de vin avant. Alors j'ai dû en apprendre le goût et maintenant... Nsiki n'a que 37 ans et un nez qui lui promet une belle carrière dans une industrie dont le paysage démographique est en pleine évolution. Et on va se quitter sur des images inédites à Alger. Un spectacle freestyle de motocross s'est tenu ce week-end en plein centre de la capitale algérienne. C'est la première fois que l'Algérie accueillait ce type de manifestation, un spectacle très apprécié par le public. Bonjour et bienvenue sur France 24. À partir du 1er juin, France 24 rend accessible ses programmes aux sourds et malentendants. Retrouvez à 10h et 17h, heure de Paris, votre journal en édition sous-titrée.